présentation et la prise de main importante qui a été la sienne. Merci. Donc, la pathologie déformante du rachis, on sait qu'elle est multifactorielle. Elle va être liée non seulement à des déficiences éventuellement neurosensorielles, on le sait dans la sclérose idiopathique. On sait que chez l'adulte, ça peut participer aussi avec le vieillissement neurologique. Il y a aussi des afférences motrices, c'est le vieillissement des structures anatomiques. Et qui dit structure anatomique ne dit pas seulement vertèbres articulaires, mais aussi le muscle. Donc, on connaît mal le rôle de ce muscle dans la survenue et l'aggravation des pathologies déformantes, raison pour laquelle on a souhaité s'y intéresser. Les questions sont nombreuses parce que, on verra, on a encore pas mal d'inconnus. Qu'est-ce qu'on sait de la fonction et de la qualité musculaire du tronc du sujet 5? Quelles sont les méthodes d'évaluation actuelles? Est-ce que nous savons quelque chose sur les anomalies du muscle dans la pathologie rachidienne, que ce soit chez l'enfant ou l'adulte? Et quelles sont les méthodes d'évaluation qui vont arriver demain pour nous permettre de mieux évaluer le muscle? Alors, on est parti d'une réflexion qui, au départ, est née dans le groupe d'études de la scoliose et qui continue maintenant au sein de la SFCR. Et pour essayer d'orienter un peu notre questionnement, on a déjà voulu savoir comment les membres du GES avaient tendance à insérer le muscle dans leur réflexion et leur prise en charge. On s'est rendu compte que 50% des praticiens évaluent la fonction musculaire au quotidien, donc 50% autres, quand ils voient leurs patients, ne l'évaluent pas systématiquement. Et M. Chopin a bien souligné l'importance de cet examen dans les questions de déséquilibre. Et les méthodes d'évaluation sont variées. La réponse au questionnaire, c'était que finalement, on avait surtout confiance dans les tests cliniques et dans l'imagerie, mais qu'on utilisait assez peu des tests plus objectifs comme l'isocinétisme, à peu près 30%. Certains inséraient l'EMG dans l'évaluation musculaire, ce qui est questionnable, et l'évaluation, je dirais, plus biologique était rare dans les personnes questionnées. Alors, l'approche en termes de rééducation fonctionnelle musculaire, elle est basée essentiellement sur de la rééducation classique qui associe gainage et renforcement, avec des protocoles qui sont très divers et dans lesquels on n'est donc pas rentré dans le détail. Mais vous voyez que des rééducations plus spécifiques, notamment celles assistées par isocinétisme, mais aussi l'utilisation de plateformes de posturographie, sont peu utilisées. Le muscle reste une grande inconnue, et si on regarde un petit peu combien de ces personnes ont abordé cette problématique dans des travaux scientifiques ou des interrogations précédentes, on se rend compte que près de 20% seulement se sont questionnés, alors que lorsqu'on a évoqué la possibilité de réaliser un travail prospectif ensemble, il y avait un vrai engouement pour ce sujet. Raison pour laquelle aujourd'hui on vous propose cette table ronde qui a pour objectif d'approcher un petit peu les questions d'anatomie et de fonction musculaire, d'abord chez le sujet sain, ensuite de voir quelles sont les méthodes d'évaluation validées qu'on utilise au quotidien et quelle est leur pertinence, l'évaluation clinique mais aussi instrumentale, l'évaluation par IRM, et enfin de voir ce qu'on sait, ce qu'on peut mesurer du rôle du muscle dans la pathologie rachidienne, que ce soit chez l'enfant ou chez l'adulte, pour aborder ensuite les techniques plus innovantes sur lesquelles on pourrait avoir des éléments peut-être plus dynamiques et approcher les problématiques d'équilibre squelettique avec l'équilibre musculaire. Et on vous donnera les premières conclusions préliminaires de cette table ronde. Je vous remercie.